Salut, c'est les mères indignes. Et là, c'est l'heure du portrait. Alors qu'on n'avait pas encore fixé de date pour notre interview, Eva m'appelle un matin et me dit qu'elle a attrapé le Covid, qu'elle est en salle d'accouchement et qu'au vu de son état de santé, les médecins ont décidé de la déclencher 15 jours plus tôt. On a donc improvisé cette interview en visio. Merci à Eva d'avoir joué le jeu du partage et d'avoir eu le courage de témoigner du tourbillon dans lequel elle a eu son premier enfant. Vous allez pouvoir entendre un accouchement qui, comme plein d'accouchements, ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Écoute, ça va. Je suis dans la salle de naissance. Je suis branchée de partout. Genre perfusion, épidurale, électrode, tensiomètre et monitoring. La totale. Donc moi, mon nom, c'est Eva. Donc je suis née en France. J'y ai fait 23 ans de ma vie. Après, j'ai vécu au Canada. Maintenant, je suis installée au Sénégal, mais je suis revenue en France pour mon accouchement parce que c'était beaucoup plus rassurant pour moi. Et puis, ça me permet de pouvoir être sûre que je vais être prise en charge dans les bonnes conditions et puis la température aussi est plus adéquate. Ce que je fais dans la vie, je suis entrepreneur au niveau du transport logistique au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine, grosso modo. J'ai cherché une clinique privée me disant que peut-être que ce serait plus sérieux que le public qui me paraît un peu moins aguerri, du moins ou équipé. Et donc, j'ai fait appel à une clinique qui, en plus, revient assez cher. J'ai commencé mes suivis là-bas et en fait, j'ai une mauvaise expérience. Déjà, en termes de frais médicaux, c'est extrêmement cher. On va dire à peu près plus de 100 euros par consultation avec la gynécologue, avec échographie à l'appui. Puis en fait, la gynécologue, elle est là peut-être que 5 minutes sur la consultation. Le reste du temps, c'est l'infirmière qui va prendre tes constantes, qui elle décroche le téléphone pendant que tu es en train de faire ton échographie. Elle te dit tout va bien, sans te dire la taille du bébé, le poids du bébé, faire la datation de la naissance. Tous ces éléments que quand tu cultives un peu sur Internet, tu regardes, tu te rends compte que c'est des choses qui sont faites ailleurs, mais qui ne sont pas faites là-bas. Et puis, j'ai fait une prise de sang pour lequel ils me l'ont facturé. Bon, je te dirais en francs CFA, c'est 150 000. Bon, ça doit excéder les 100 euros aussi, 120 euros ici en France. Et puis, je dis, si je fais tous mes examens ici, il faudrait peut-être qu'on fasse un forfait, quoi. Donc, en fait, je me suis aperçue qu'au lieu de me faire un forfait avec un bilan prénatal complet, ils m'ont supprimé un examen qui est important, l'albinurie, qui permet de prévenir la prééclampsie, sachant que c'est une pathologie qui est très présente chez les Afro-Américains ou Afro-Européens. Donc, c'est très dangereux. Et par ailleurs, en me renseignant à l'ambassade sur la clinique privée qui est reconnue par l'ambassade, quelques jours avant que je prenne mon billet, un couple, leur enfant avait la jaunisse et ils ont oublié l'enfant en fait dans la cuve phytothérapie. Donc le lendemain, on a retrouvé le bébé carbonisé, asphyxié. Fait que ça m'a carrément refroidi et c'est sur le coup j'ai pris mon billet pour dire c'est bon, c'est fini. Je pense que je vais aller où je suis née, où ma famille est née. C'est radicalement différent. On a tendance à se plaindre du système ici, mais c'est le meilleur au monde. Même au niveau du Canada, c'est le meilleur. Au Canada, effectivement, j'ai des échos parce que j'ai une très bonne amie à moi avec qui on a échangé sur notre grossesse et qui m'expliquait la différence de prise en charge. Bon, elle est sensiblement différente. Il n'y a pas de gros écarts. Mais toutefois, elle-même est convaincue que ma prise en charge aurait été mieux en France que là-bas.
Et en plus de ça, ici, on a vraiment la chance d'avoir une couverture à 100% des frais de maternité. Donc ça, c'est très bien. Ça permet vraiment de pouvoir avoir la latitude de faire tous les examens nécessaires pour une bonne prise en charge. J'arrive à 35 ans, j'ai quand même du surpoids. Souvent, on a tendance à dire que dans ces cas-là, on peut avoir des grossesses à risque, on peut être amené à avoir des césariennes, on peut avoir des complications prématurées. C'est ces aspects-là qui me faisaient peur que j'arrive pas à terme, en fait. Parce que déjà, pendant peut-être 6 mois, je tombais pas enceinte, et déjà, ça m'a un peu surpris. Mais après, je me suis dit, bon, avec la chaleur au Sénégal, les conditions qui sont un peu plus difficiles qu'ici, est-ce que je risque pas de mettre en danger la vie du bébé jusqu'à ce que je fasse une fausse couche ouais, ou un prématuré qui soit mal pris en charge par les services médicaux. C'était ça mon inquiétude primordiale. Et non, j'ai pas eu de préparation à l'accouchement. Si tu veux, tous les suivis qui avaient été faits au Sénégal, j'ai dû les reprendre ici. Donc, la plupart des rendez-vous que j'ai dû faire consistaient à refaire les prises de sang, refaire les échographies, consulter le gynéco, faire des analyses fonctionnelles, morphologiques. Donc, vraiment reprendre tout ce qui, normalement, aurait dû être fait depuis le premier trimestre. Il se trouve que la disponibilité des sages-femmes, c'est pas évident. Parce que, bon, avec le Covid, un peu de saturation, j'ai l'impression, puis des grèves de sages-femmes. Et sinon, il faut aller du côté privé, puis parfois, ça revient assez cher. Donc, je me suis dit, bon, j'ai un rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital, ça va me suffire pour poser les questions de base. En fait, le rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital, je pensais que c'était pour préparer à l'accouchement, mais en réalité, c'était un rendez-vous sur la parentalité, donc préparer psychologiquement à la parentalité. Donc, si on a des questions par rapport à ça, la gestion de demain, comment on voit psychologiquement, je pense que c'est pour prévenir les dépressions post-accouchement ou pour voir un peu l'état psychologique de la femme durant son accouchement et comment elle voit l'après. Donc, non, ça n'a pas répondu à mes questions parce que j'avais juste des questions précises. Ça se passe comment l'accouchement? La péridurale, c'est comment? Et l'allaitement, ça se passe comment? J'avais des questions assez précises. Pratico-pratique, j'avais pas vraiment besoin qu'elle me rassure, qu'elle me prépare, parce que au final, on angoisse beaucoup sur le moment de l'accouchement, mais je veux dire, comme chacune des femmes le vit différemment, en réalité, il vaut mieux le laisser vivre, en fait, que d'essayer de savoir comment ça s'est passé chez l'autre, parce que ça se passera peut-être pas pareil chez toi. Fait que je me suis dit, je veux juste savoir comment je dois gérer certaines choses ou poser des questions toutes bêtes comme un bébé, tu lui donnes de l'eau à partir de quand? Donc, c'est des questions comme ça, bêtes comme qui se posent. Oui. Puis, Internet regorge de ressources, de vidéos, d'émissions qui font que finalement, bah, c'est peut-être pas comme à l'âge de nos parents. On peut se renseigner sans avoir vraiment besoin de faire ces séances-là, d'après moi. Pour ce qui concerne oui, pouvoir échanger sur mon accouchement, bah, il y a mon amie qui est au Canada déjà, qui elle est super, elle est dans le milieu médical aussi, puis elle est super prévenante, fait qu'on a beaucoup discuté. J'ai une amie aussi ici qui a son troisième enfant, qui m'expliquait un peu, elle a eu comme trois accouchements différents. Donc, ça te permettait d'avoir vraiment une, comment dire, entre guillemets, une étude sur une même personne qui a eu 3 enfants. Et puis, ma belle-sœur, en fait, la femme du frère de mon mari, qui prenait souvent de mes nouvelles et qui me donnait des conseils, qui m'expliquait comment ça marche, qui me donnait son vécu, son expérience. C'est plutôt ça. Ouais. Ma maman, ce qu'il y a, c'est qu'elle a une vie assez difficile. Elle me disait qu'elle se souvient à peine de comment étaient ses grossesses parce qu'elle était tellement occupée à gérer la maison puis le foyer, ce qui prenait tellement de place qu'elle ne se souvient pas vraiment de comment elle les a vécues. Elle a la sensation qu'elle ne les a pas vraiment vécues. Elle ne les a pas réalisées.
Elle a foncé sans comprendre. C'est vrai que je pensais plus échanger avec elle là-dessus, mais en réalité, elle me disait non, j'ai foncé, j'ai vécu, je me suis pas ménagée, j'ai fait comme si de rien n'était. Du coup, j'ai pas pu me reposer sur elle là-dessus, c'est vrai. Ça, c'était bizarre. Oui. Ma grossesse était prévue le 16 janvier prochain. Bon, après, avec des nuances parce que j'avais pas eu la datation au début de grossesse, mais bon, ça devait tomber ce jour-là. Maintenant, il se trouve que j'ai eu le Covid par cas contact à la maison, au domicile. Et j'ai constaté que je commençais à avoir la fièvre avant-hier soir. J'ai pris donc ma température, j'ai vu que j'avais 38. Le lendemain, à 7 heures du matin, je passais à 39 et puis j'ai passé une nuit vraiment difficile. Là, je me suis dit, je pense que c'est pas bon. Le bébé en plus bougeait pas trop, fait que je me suis dit, c'est pas bon, je pense, je vais aller aux urgences obstétriques. Et quand je suis arrivée aux urgences, bon, ils m'ont fait le contrôle des constantes habituelles, ils ont fait le monitoring, ils sont aperçus que le rythme cardiaque du bébé était élevé à cause de la fièvre et que c'était pas bon. Donc ils m'ont dit, bah, on va vous garder. Et puis on va commencer à déclencher l'accouchement. Donc la procédure est de me mettre un ballonnet que j'ai mis jusqu'à ce matin à peu près 11 heures. Non, 7 heures. Il est tombé à 7 heures, finalement pas de contraction, donc ils m'ont donné un certain produit pour un médicament, en fait, des comprimés. Puis les contractions sont là, mais bon, le bébé ne bouge pas trop, donc là ils ont dit ok, on va aller à la vitesse supérieure. On va vous mettre la péridurale et puis on va percer la poche et mettre de l'ocytocine pour déclencher l'accouchement plus rapidement. Je me sens rassurée parce qu'au moins je sens qu'on monitore, on contrôle, on maîtrise les choses, quoi. Je me repose sur eux parce que je vois qu'ils prennent les devants et qu'ils anticipent. Ils sont très prévenants, ils sont sympathiques. Ils ont toutes les données pour gérer les choses correctement. C'est qu'effectivement, contrairement au Sénégal, tu vois, je me sens beaucoup plus prise en charge ici. En plus, le personnel soignant, même si tu as le Covid, ils sont plutôt cool, tu vois. Par contre, chez le masque FFP2, ça, c'est le truc relou parce que tu respires pas bien avec, quoi. Je sens un peu des contractions quand même. D'accord, tu les sentais qui font mal? Il n'y a aucune différence depuis que c'est la péridurale? En fait, je ne sentais pas les contractions avant la péridurale. Là, je les sens, mais un peu ici. Vous les sentez où? Ici. Vous avez des fourmis dans les jambes? Non. À ce moment-là, Eva raccroche. La sage-femme lui perce la poche des os et j'attends quelques heures avant d'avoir de nouveau un appel. Sa fièvre était remontée, son masque toujours vissé sur le nez, hospitalisé depuis la veille, elle trouve encore l'énergie de me parler. En fait, ça va parce que, tu sais, il n'y a pas le choix. C'est le Covid. Et puis, tu sais, j'ai eu vos messages à tous. Tu te sens moins seul comme ça, quoi. Je pense que si on était à l'époque du Minitel, je me sentirais un peu plus seul, quoi. Étant donné qu'ils ont coupé la poche des os, comme là maintenant, de dégouliner, tu vois. Franchement, je suis zen, quoi. Je vois qu'ils sont tout le temps en train de monitorer et ils regardent, tu vois, parce que dès que le moniteur il se déplace et qu'il ne sent pas le pouls du bébé, 2 secondes après, la sage-femme elle rentre dans la salle, quoi. La sage-femme de garde, elle vient régulièrement savoir si tout va bien. Ils sont assez prévenants, tu vois. Ils sont vraiment prévenants et ils expliquent tout. Du coup, elle m'a mis une sonde pipi. Là, le fait de ne pas aller aux toilettes tout le temps, en fait, ça me permet de dormir plus de 2 heures. Ça, c'est génial. C'est que là, au moins, tu vois, ça me repose. Ah, mais le pipi, ça, c'est fatal. Hein. Franchement, la grossesse, c'est pas compliqué. Mais le pipi toute la nuit, c'est vraiment ça le problème. Genre, t'es en train de dormir, t'es dans ton meilleur rêve et tout. Et là, faut que tu te lèves. Faut aller faire pipi. Sinon, c'est mort, tu vas faire sur toi, c'est sûr.
Mais effectivement, la préparation à l'accouchement, ce parti-là, je suis pas au courant. Franchement, je sais absolument pas ce qui m'attend sur ça. Bah ouais, j'ai hâte et en même temps, attends, Ça bip? ouais, Attends, bah vas-y, appelle. ok. Ah, tu sens la contraction? Je sens une contraction à gauche. Respire. Faut que je me redresse. C'est bon, j'ai appelé. Et c'est ici que notre interview s'arrête. Je laisse Eva à contre-cœur. Elle sera prise en charge en urgence par les équipes médicales. Vous la retrouverez dans la deuxième partie, 2 mois plus tard, où elle vous dira tout de cet accouchement et de cette naissance, pas comme les autres.